La baisse des aides au logement est une injustice extrêmement grave, mais elle dit beaucoup de la nature de ce pouvoir. C'est que la même semaine, on enlève 60 € par an au titre de l'aide personnalisée au logement, alors qu'on va donner 300 milliards 200 000 € à 280 000 personnes qui sont imposables de l'impôt sur les grandes fortunes, puisque on va exclure de cet impôt ce qu'on appelle les actifs financiers. La même semaine où on a reconduit ce qu'on appelle le CICE, 40 milliards. La même semaine où on va baisser l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire on est en train de baisser l'impôt sur le capital, c'est-à-dire le capital participera moins à la solidarité nationale, mais pire que ça, ceux qui sont les plus victimes du système, ceux qui sont dans la souffrance sociale aujourd'hui, eh bien, on les met dans une situation de sur-souffrance sociale, puisqu'on leur prend de l'argent avec la diminution des APL, mais avec l'augmentation de la contribution sociale généralisée, avec le fait qu'on a décidé de bloquer les salaires, puisqu'on ne va pas monter le point d'indice des fonctionnaires. Donc, c'est un pouvoir qui a une nature de classe. C'est un pouvoir pour les riches qui va aggraver les souffrances sociales, mais qui, du même coup, met en risque notre pays, puisque cet argent qu'on va donner aux plus riches ne va pas servir à l'investissement et à l'emploi, mais il va servir à alimenter le feu roulant des marchés financiers et donc à alimenter cette bulle financière qui menace aujourd'hui d'exploser, c'est-à-dire on peut se retrouver à nouveau dans une crise telle qu'on l'a connue en 2008. Donc c'est injuste socialement, c'est inefficace économiquement et c'est plein de risques pour l'avenir. Mais on sait que le capitalisme, il crée lui-même ces crises et c'est à partir de ces crises qu'il se met à demander toujours plus aux pauvres. La question de la condition ouvrière, la manière dont sont traités les ouvriers, dont sont traités même des petites entreprises qui sont dépendantes des donneurs d'ordre, et dans ce cas précis, c'est des donneurs d'ordre des grands groupes automobiles, cette question-là doit être mise à l'ordre du jour avec bien plus de force. On parle aujourd'hui de GMS, mais il y a plein de petites entreprises, plein d'entreprises dans notre pays qui sont victimes de difficultés financières, qui sont victimes des banques et des donneurs d'ordre, c'est-à-dire ceux qui leur passent commande. C'est un combat juste pour eux, pour l'emploi, mais c'est un combat juste pour les territoires où ils se trouvent. Car moins d'entreprises, c'est moins de recettes fiscales pour les collectivités territoriales autour. Et donc c'est moins de services publics. Donc quand ils se battent pour maintenir l'emploi, ils se battent pour la collectivité. Quand un ouvrier se bat, il se bat pour une cause générale, pour une cause d'intérêt général. Et c'est pour cela que dans toutes les mobilisations de salariés qu'il y a aujourd'hui dans le pays, quels que soient les endroits, qu'ils soient des combats pour défendre l'emploi, soit des combats pour améliorer les rémunérations, il faut les considérer comme des combats d'intérêt général et se porter au-devant d'eux, non seulement les défendre, mais aussi porter un projet de nouvelle industrialisation du pays, en lien évidemment avec la nécessaire transition écologique qui sera créatrice d'emplois et qui nécessitera des formations nouvelles pour les jeunes. La situation entre Israël et Palestine doit être mise dans un contexte très général, celui de l'accélération de la colonisation, des destructions de maisons à Jérusalem, du vol de l'eau, de l'allongement du mur de séparation, d'un étouffement total de Gaza, dont très peu de gens aujourd'hui parlent, et d'ailleurs régulièrement des bombardements sur Gaza, dont personne également ne parle. Et il y a cette tentative autour des lieux saints historiques et l'esplanade des mosquées, qui est sanctuarisée sous l'égide des institutions internationales. L'esplanade des mosquées est gérée ni par les Palestiniens ni par les Israéliens. C'est un accord international que ce soit géré par la Jordanie. Et dans ce contexte-là, la mise en place de ces détecteurs de métaux qui constituaient une barrière supplémentaire, qui ont été
retiré du fait des pressions internationales, mais ce n'est pas parce que ceci est retiré que ça enlève le reste. La tentative du pouvoir de droite en Israël est de s'accaparer l'ensemble de ces lieux saints. Tout démocrate, tout humaniste doit poser la question aujourd'hui auprès de notre propre gouvernement, des institutions européennes, des moyens qu'on met en œuvre pour ramener le gouvernement israélien à la raison. Je parle bien du gouvernement israélien, je ne parle pas de la jeunesse israélienne, je ne parle pas du peuple israélien qui veut la paix, mais qui veut vivre aussi en sécurité. La sécurité d'Israël sera d'autant mieux assurée qu'on reconnaîtra un État palestinien. Ce que fait le pouvoir israélien aujourd'hui, c'est qu'il fabrique de la désespérance. Aucun humaniste ne peut laisser faire cela. Comme moyen de pression, il faut rompre l'accord d'association avec l'État d'Israël aujourd'hui comme outil de pression pour ramener Israël à la table des négociations et au respect du droit international. Nous ne réclamons rien d'autre que le respect du droit international. La Turquie, oui, de fait, elle devient une prison pour journalistes, mais aussi pour les agents des services publics, pour les magistrats, pour les enseignants. Ce qui s'est passé lundi avec le procès de 17 journalistes n'est pas à banaliser. Ce n'est pas un simple procès sur la presse. Il s'agit de mettre en cause la possibilité d'informer. Comment croire que des journalistes qui ont 60 ou 70 ans, une grande expérience, puissent être assimilés à du terrorisme? Comment découvre-t-on ça aujourd'hui? Il y a donc bien quelque chose qui ne va pas. Derrière ceci se posent des questions pour tous les Turcs, quelle que soit leur opinion. Leur pays est en train de reculer du point de vue de la vie commune, du point de vue de la démocratie. La société va se diviser. Erdogan est en train d'installer un pouvoir extrêmement autoritaire, un pouvoir de grand sultan. L'autre question qui est posée aux Turcs comme à nous-mêmes, c'est le fait que la Turquie est en train de s'éloigner d'un projet de construction européenne ou d'un projet d'association avec nos pays de l'Union européenne. Et elle est en train de s'éloigner aussi d'un autre enjeu, d'un autre rôle qu'elle pouvait jouer, c'est d'être le pays qui soit un pôle de stabilité, un pôle modérateur dans ce Proche et Moyen-Orient si enflammé aujourd'hui et qui aurait besoin de trouver les voies de l'apaisement grâce à des progrès sociaux, grâce à la justice et surtout à des progrès démocratiques partout dans la région.